Nous avons jusqu'à voilà. Nous avons jusqu'à 10 heures. Donc 10 heures pile. Ensuite, vous pourrez aller à la conférence de presse de Pan-Europe. Et donc notre coprésident Philippe Pierre a quelques problèmes pour se connecter. Donc je vais me charger de faire la présentation à sa place. Donc Secret Toxique, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une coalition d'environ 80 organisations qui se préoccupe pour beaucoup, qui a été fondée par Nature et Progrès France, Génération Future et Campagne Glyphosate France. Ça fait à peu près 3 ans que nous existons. Nous travaillons de façon régulière avec plusieurs parlementaires qui sont ici aujourd'hui. Et nous avons décidé de focaliser notre action sur les problèmes de, d'évaluation de la toxicité à long terme des pesticides tels qu'ils sont épandus et non pas par rapport à leur seule substance active, parce qu'il y a souvent une confusion entre les produits qui sont épandus et les substances actives. Ce n'est pas que du glyphosate qu'on met dans qu'on épand dans les champs, mais c'est tout un produit avec des coformulants, etc. Et c'est l'effet combiné de toutes ces molécules qui nous intéresse. Donc, nous avons à peu près 3 minutes par intervenant. Je vais faire l'intervention qui était prévue pour ma part, à savoir donc la description des préoccupations au fond qui nous amènent aujourd'hui à déposer des procédures auprès au niveau de l'Union européenne. Donc, il faut savoir que dans le cadre de l'approbation d'une substance active de pesticide comme le glyphosate, normalement, il doit y avoir un exemple de formulation qui est étudié. Et depuis 3 ans, en fait, on a pu montrer que rien n'est réellement fait pour évaluer les effets à long terme des formulations. Donc, il n'y a pas de tests expérimentaux, comme on l'a dénoncé dès le début de notre campagne. Et en fait, de très nombreux contacts avec les agences sanitaires nous ont soi-disant dit qu'on pouvait extrapoler, que alors les agences ont prétendu extrapoler la toxicité à long terme des produits à partir de la toxicité connue de chacun des composés, mais c'est pas faute d'avoir demandé à de nombreuses reprises la méthode. On n'a jamais eu vraiment de définition claire de la méthode utilisée et on n'a pas non plus, on sait aussi que les données sur la toxicité des composés ne sont pas toujours disponibles. Donc, pour ce qui est du cas du glyphosate, évidemment, ça ne fait pas exception. Donc, lorsqu'on regarde le rapport d'évaluation qui est public, on voit évidemment pas d'études de toxicité à long terme de la formulation représentative, de l'exemple de produit qui doit être étudié pour valider la réapprobation du glyphosate. On a quelques études à 3 mois qui sont faites par la science académique, donc des études qui sont demandées spécifiquement pour l'évaluation du glyphosate. Donc quelques études à 3 mois et pas à 2 ans qui montrent des effets néfastes, mais qui sont systématiquement écartés au motif qu'elles ne correspondent pas au cadre dit des bonnes pratiques de laboratoire, qui n'est bon que pour l'EFSA et l'industrie, puisqu'il n'est presque pas utilisé en réalité dans la littérature scientifique, ce qui est vraiment dommage, parce que le fait que les scientifiques du monde entier utilisent d'autres cadres que celui des soi-disant bonnes pratiques de laboratoire fait que l'EFSA va écarter ces publications au motif qu'elles ne correspondent pas à ce cadre qui n'est utilisé nulle part à part dans dans les procédures d'homologation des pesticides. Donc à la fin, il n'y a vraiment rien dans le dossier d'évaluation qui permette de s'assurer de l'absence d'effets néfastes de la formulation au glyphosate qui est présente dans le dossier, qui s'appelle MON 52276 ou quel nom commercial Roundup Bioflow. Donc l'approbation est illégale. D'une façon générale, nous réclamons depuis plusieurs années maintenant à la Commission européenne qu'il y ait la réalisation d'études expérimentales de toxicité à long terme sur 2 ans avec ce produit représentatif pour toute approbation de substances actives, et c'est ce que nous cherchons ici à obtenir, notamment par ces procédures. Je vais laisser la parole à Guillaume Tumerel pour qu'il décrive les différentes procédures à l'œuvre. Oui, bonjour, donc Guillaume Tumerel, avocat. Donc, effectivement, au niveau juridique, c'est un travail de longue haleine depuis 3 ans avec Secret Toxique et avec les députés européens. En fait, l'objectif, c'était effectivement, depuis l'origine, de montrer les insuffisances sur la réglementation des pesticides, comme l'a dit Andy, qui sont insuffisamment évalués. En gros, on évalue sommairement la substance active au lieu d'évaluer les produits dans leur composition complète auxquels les agriculteurs et les consommateurs peuvent être exposés selon leurs pratiques. Et voilà.
Donc sur cette question juridique, il faut savoir qu'il y a un problème important au niveau européen d'accès aux juges européens, puisque les recours sont extrêmement limités juridiquement. Notamment, n'importe qui ne peut pas faire un recours pour faire annuler un texte européen. On ne peut pas, s'il y a un défaut d'exécution des textes, c'est extrêmement complexe de lancer un recours. Là, sur ce dossier, on travaille depuis déjà 2 ans avec les députés pour envisager des actions pour que l'EFSA et la Commission européenne respectent les textes européens. Il ne s'agit pas de remettre en cause les textes européens, mais simplement de les respecter. Ces textes, ils ont été expliqués déjà par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne le 1er octobre 2019, qui explique clairement qu'on ne doit pas se contenter d'une analyse sommaire de la substance active, mais on doit bien effectuer des analyses des faits des produits dans leur composition complète sur l'environnement, sur la santé. Voilà, la Cour de justice l'a expliqué en 2019. Et depuis 2019, depuis cet éclaircissement de la Cour européenne, rien n'a été fait, ni par la Commission, ni par l'EFSA, et c'est toujours les mêmes pratiques qui sont effectivement mises en place. Donc on envisage, alors la première chose, c'est qu'on a déposé lundi une demande de réexamen du règlement, règlement du 28 novembre 2023 de la Commission européenne, donc c'est le règlement 2023/2660. Donc on a déposé une demande de réexamen de ce texte à la Commission. Donc ça, c'est une procédure spécifique qui existe en application de la Convention Aarhus, qui est une convention internationale sur l'environnement. On peut saisir un organe de l'Union européenne qui prend une décision, on peut lui demander de réexaminer cette décision sur la base d'arguments juridiques, environnementaux et autres. Donc on a déposé cette demande de réexamen lundi à la Commission avec un certain nombre d'arguments, donc comme dit, vous avez déjà en partie exposé, notamment l'absence d'analyse de produits complets, l'absence d'analyse de toxicité à long terme. Également, un élément important qu'avait soulevé la Cour de justice dans son arrêt de 2019, c'est que on doit tenir compte de l'ensemble des publications scientifiques pertinentes et pas uniquement des publications de l'industrie. S'il y a des publications universitaires qui sont probantes sur le sujet, on doit les retenir. Et il se trouve que l'EFSA écarte un très grand nombre de publications scientifiques, notamment dès qu'une publication parle de la composition complète d'un produit, elle est écartée par l'EFSA, qui considère qu'on doit se contenter des publications sur la substance glyphosate. Donc, ce qui restreint énormément les analyses de toxicité et ce qui explique aussi les différences d'avis entre l'EFSA et entre des organismes comme le CIRC, qui dépend de l'OMS, qui est l'Institut d'analyse de recherche sur le cancer. Ils ont des positions différentes parce qu'ils ne retiennent pas la même littérature scientifique. Et donc, la Cour de justice a expliqué qu'il fallait retenir l'ensemble des publications et l'EFSA continue de ne retenir qu'une partie des publications. Donc, ce sont ces 3 arguments juridiques-là principaux qui nous permettent de faire cette demande de réexamen. Donc, sur cette demande de réexamen, donc, on saisit la commission qui doit se prononcer sur oui ou non, elle réexamine le texte et oui ou non, elle le retire. Elle peut retirer le texte considérant les illégalités soulevées. Soit elle répond dans les 2 mois, soit c'est un refus de réexamen. Et dans ce cas-là, dans 2 mois, nous pourrons saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour contester le refus de réexamen par la Commission et donc remettre en cause le texte qui réapprouve le glyphosate. Donc ça, c'est la première procédure qui a été lancée lundi. La seconde procédure, qui là est plus limitée au niveau des personnes qui peuvent former le recours, c'est une demande en nullité directe auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Là, il nous reste encore à peu près 3 semaines pour déposer le recours en nullité. Là, le problème, c'est que le texte est extrêmement restrictif, hein, et la jurisprudence surtout est extrêmement restrictive sur les personnes qui peuvent porter un recours en nullité. Donc sur ce sujet-là, on travaille depuis 2 ans avec les députés européens qui s'inquiètent quand même de la bonne exécution des textes qui ont été votés et notamment du règlement pesticides. Et ils souhaitent intervenir pour faire appliquer correctement la loi, tout simplement. Il y a un certain nombre d'ONG également, syndicats agricoles et autres. Et on travaille depuis 2 ans sur le sujet. Peut-être les députés expliqueront ce travail-là, je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais on va déposer d'ici une quinzaine de jours un recours direct en annulation au nom d'un certain nombre d'intervenants. Donc une annulation directe du texte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne en soulevant les mêmes arguments juridiques et en demandant l'annulation directe de ce règlement de réapprobation du glyphosate. Donc, c'est les 2 actions qui sont judiciaires qui sont menées aujourd'hui.
par les ONG, syndicats agricoles, les députés européens, et puis tous les intervenants, notamment des associations de victimes et autres. Voilà. Merci Guillaume. Il y a Philippe Piard qui a réussi à se connecter. Et voilà, je vous rappelle, on a 3 minutes par intervenant maximum. Donc voilà, certains doivent nous quitter à 9h30. Donc voilà. Philippe, si tu veux dire quelques mots peut-être de contexte? Oui, ben merci à tous. Désolé pour mes problèmes de connexion. Mon ordi m'a lâché juste avant la réunion. C'était super. Euh, Tout d'abord, rappeler dans le contexte agricole actuel notre position, qui est vraiment une position en faveur des agriculteurs, et on comprend bien les difficultés auxquelles ils font face aujourd'hui. Et rappeler quand même que ils sont en but à un système qui les met en grande difficulté, mais système porté à bout de bras depuis 50 ans par la FNSEA et par les jeunes agriculteurs. Donc, quand même attirer l'attention là-dessus, ne pas se tromper, et puis redire aussi que ce qui met tout le monde dans cette panade, hein, moi je suis aussi paysan, c'est bien l'agrobusiness, et l'agrobusiness, c'est aussi les firmes multinationales, et derrière les firmes multinationales, ce qui nous retrouve aujourd'hui, ce sont les pesticides. Donc, on voit bien qu'ils arrivent sur le marché sans respecter la réglementation. Pas à nous de dire qui ne respecte pas la réglementation, mais c'est bien ce qui se passe en fin de compte, puisque les produits ne sont pas utilisés, ne sont pas étudiés en toxicité à long terme sur leur formulation complète. Et je voudrais juste rappeler l'esprit de la loi. On serait autorisé la mise en marché d'un produit pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Et si on regarde l'augmentation drastique et dramatique des maladies chez les agricultrices et chez les agriculteurs, on voit bien qu'il y a une faille, une grosse défaillance dans ce système d'homologation, puisqu'on a effectivement des choses qui arrivent sur le marché qui ne sont utilisées dans les champs, répandues à grande échelle, et qui ne sont pas évaluées telles qu'ils sont utilisés. Donc c'est ce que nous dénonçons. Notre avocat vous en a expliqué le fond. Donc voilà, je pense que c'est le moment de sortir. Je pense que cette grande alerte que les agriculteurs mènent aujourd'hui en manifestant partout, c'est une occasion pour nous tous de sortir de ce modèle d'agro-business pour revenir à une agriculture à taille humaine. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysans et de paysannes partout dans les campagnes avec une agriculture à taille humaine, et surtout débarrasser de ces pesticides. Merci beaucoup. Merci Philippe. Je vais donner la parole peut-être à Franck Rinchet-Girolet, si tu es dispo, Franck. Oui, je suis là. Je veux te remercier de me donner la parole. Je vous remercie du coup de nous inclure à cette conférence de presse. Je suis Franck Rinchet-Girolet, président de l'association Avenir Santé Environnement, qui est née en Charente-Maritime suite à l'apparition de plusieurs cas de cancer pédiatrique sur une plaine céréalière très impactée par l'usage des pesticides. Donc, nous ne disons pas que c'est la cause principale de ces cancers-là, mais nous jugeons utile de rappeler que les pesticides, dans leur grande majorité, sont des toxiques pour la biodiversité, pour l'eau et pour la santé, et aussi pour la santé de nos enfants. Donc, c'est pourquoi nous avons rejoint cette demande de réexamen, et nous faisons aussi les porte-parole des associations qui ne peuvent pas être présentes avec nous. Voilà, nous estimons que le glyphosate est un problème majeur, puisque quand il est classé comme cancérogène probable au niveau du cercle, ça devrait suffire à mettre en place un principe de précaution sur nos territoires, notamment en Europe. Et il est impensable qu'en 2024, nous continuions à donner des autorisations de mise sur le marché de produits qui peuvent être classés comme cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, des neurotoxiques ou des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc nous sommes un collectif de parents et de citoyens qui essayons de porter cette voie-là. Merci. Merci Franck. Je précise qu'on a été une coalition de 80 on est une coalition de 80 organisations, mais on n'a pas pu enregistrer toutes les associations qu'ils souhaitaient, car les procédures d'enregistrement pour la demande de réexamen sont assez compliquées. Donc il a fallu choisir un petit groupe d'associations, donc 5, qui sont précisées dans le communiqué de presse et qui représentent un peu toutes les assos de la coalition. Et je vais laisser la parole maintenant à Sylvie Collat pour la Confédération paysanne qui fait partie des requérants directs. Oui, oui, bonjour et merci beaucoup pour tout ce travail. C'est vraiment essentiel d'aborder sous cette forme, déjà parce qu'on ne peut pas laisser
le libéralisme, développer ces matières actives en toute impunité et sans aucun contrôle, et on le voit dans plein de domaines. Je vous passe la question des OGM, etc. Donc, comme de par hasard, on est bien dans une période où, effectivement, à un moment où on pensait qu'on allait aller vers une réduction de l'utilisation des pesticides, on voit bien que nous, à la Confédération paysanne, il y a une très forte pression de l'agro-industrie pour continuer le modèle libéral de productivité avec toujours les mêmes ratios de robotique, de numérique, de génétique. Et les pesticides contribuent largement à ce modèle productiviste qui broie les paysans. Il suffit de regarder l'actualité en ce moment. Donc nous, à la Confédération paysanne, on a toujours eu la position de... On n'est pas un syndicat d'agriculteurs bio, on est un syndicat d'agriculteurs paysans qui défendons justement un modèle pour sortir des pesticides, s'affranchir de tous les intrants extérieurs pour mettre nos fermes le plus en autonomie possible. Et les pesticides, souvent, sont aussi accompagnés de tout le reste, c'est-à-dire qu'ils sont le bras armé de l'agro-industrie pour produire plus, toujours concentrer l'utilisation aussi des engrais azotés, etc. Donc, il y a aussi ce double effet. C'est la raison pour laquelle nous, on accompagne cette démarche de recours, parce que les premières victimes, comme ça a aussi été dit tout à l'heure, des collectifs citoyens, les premières victimes sont déjà les utilisateurs, que sont les paysans. C'est leur famille, parce que souvent, avec un habitat proche de l'utilisation, du stockage de ces pesticides, et puis bien sûr les riverains. Et là, on a vu comment aussi l'évolution, dès qu'on a abordé des questions de zone de non-traitement pour lequel nous, la conf, on n'était pas très favorable, puisque pour nous, c'était aussi un pis-aller, alors que c'était la matière active qui devait être étudiée, analysée pour bien voir son niveau de toxicité, et non pas commencer à dire qu'il faut traiter à 5 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres. On imagine bien avec l'air du temps comment cela peut circuler. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on est là, parce que nous, on est les utilisateurs, les paysans, et qu'on doit aussi être protégés, et qu'on doit aussi protéger les citoyens qui consomment nos produits. On est là pour nourrir les gens, donc pas pour les empoisonner. Et donc, c'est aussi de notre responsabilité, parce que souvent, quand il y a un problème, on sait très bien qu'au bout de la chaîne, c'est plutôt l'agriculteur qui sera mis aussi devant la justice pour une mauvaise utilisation, quand il y aura des recours suite à un problème. Et ce sera rarement les firmes qui ont produit, et encore moins ceux qui ont homologué et autorisé ces produits en toute impunité et sans respect de la législation. Donc, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Moi, je préfère répondre à des questions si vous en avez. Mais sachez que, voilà, dans ce monde agricole, il y a bien deux modèles. L'agro-industrie qui est pour et favorable et qui a fait pression pour que l'utilisation du glyphosate dure encore 10 années supplémentaires. Et il y a ceux qui disent que non, et c'est le cas de la conf, non, il faut sortir de ce modèle-là, et ça passe aussi par sortir de l'utilisation de ce pesticide. Et ce recours y contribue, c'est pour ça qu'on s'associe. Mais c'est aussi de bien concevoir qu'on a des solutions alternatives, et nous, en agriculture paysanne, et ceux qui sont aussi en bio, ont trouvé des solutions. Ils ne crèvent pas plus de faim que les autres en ce moment, et ils sont nombreux même à être très résilients sur leur activité et leurs revenus, malgré le débat actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvie Collat. Je vais passer la parole à Agnès Leclerc, qui représente les plaignants de la campagne Glyphosate France, qui vont se porter requérants sur l'action en annulation qui était écrite par Guillaume Tumrel juste avant. Agnès, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Donc du coup, moi c'est Agnès Leclerc. Donc je suis coprésidente de la campagne Glyphosate et je suis trésorière de Secret Toxique. Je vous prie d'excuser Dominique Masset qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Alors l'association Campagne Glyphosate, vous vous souvenez, a lancé en avril 2018 une campagne citoyenne d'analyse d'urine afin d'y détecter du glyphosate. Et les résultats ont bien démontré l'imprégnation permanente, massive de la population française par les pesticides basés sur cette molécule. Donc, on a détecté du glyphosate pour 99% des personnes qui étaient analysées. Donc, on peut constater que les pesticides se retrouvent partout dans l'air, dans le sol et dans l'eau. Alors, les premières plaintes contre les responsables du maintien du glyphosate sur le marché
ont été déposées donc, le 15 juin 2018 au tribunal de Paris Pôle Santé Environnement pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Donc, le 5 septembre, après 5 ans d'instruction, le tribunal annonce le classement sans suite de la plainte. Donc, concernant ce classement sans suite, on peut déjà retenir un point positif quand même, c'est que le parquet a enquêté sur le protocole utilisé par la campagne glyphosate et qu'il a reconnu la validité du test ELISA du laboratoire Biochek qui avait été remis en cause. Hein, et par conséquent, donc, il valide les résultats de la campagne glyphosate qui en découlent. Ce qu'on peut dire concernant cette décision du tribunal, c'est que l'instruction s'est déroulée à décharge, c'est-à-dire que principalement l'ANSES et l'EFSA ont été consultés, alors que seulement 3 plaignants ou plaignantes ont été entendus par le tribunal. Donc ça, c'était en 2018. Le parquet a classé sans suite les plaintes et de manière très résumée, Guillaume pourra me reprendre s'il veut, c'est que c'est au prétexte que le glyphosate seul n'est pas classé comme cancérogène avéré pour l'homme et que les doses auxquelles les plaignants sont exposés ne caractérisent pas un danger immédiat pour la santé et pour l'environnement car elles sont inférieures aux valeurs limites de référence. Donc, les valeurs dont nous contestons la pertinence dans leur mode de calcul, en effet, une étude de notre équipe scientifique récemment publiée invalide la méthode utilisée par les agences de sécurité alimentaire pour affirmer que notre imprégnation de glyphosate est sans risque. Donc, on ne peut pas se satisfaire du classement sans suite de la plainte. Des quelques 5400 plaintes pénales déposées dans le cadre de la campagne glyphosate, suite aux 6850 analyses d'urine. On est indigné des raisons données pour justifier la réapprobation du glyphosate, qui à l'époque de la campagne n'était autorisé que pour 5 ans. Pour cela, nous avons décidé en Assemblée générale extraordinaire, donc le 2 décembre 2023, dans laquelle étaient représentés plusieurs départements, impliqués dans la campagne, de nous constituer partie civile. Donc, 4 femmes et 5 hommes représenteront la campagne glyphosate au tribunal de Paris. Cette démarche modifie leur statut juridique et leur permet donc de déposer un recours en nullité de la réautorisation du glyphosate dans le cadre de l'action de l'association Secret Toxique. Et pour terminer, je voudrais insister là-dessus, c'est que les plaignants, ils ont agi pour faire valoir leur droit à vivre dans un environnement sain et rappeler que la dose acceptable pour les citoyens et les citoyennes est de 0 nanogramme parmi de glyphosate dans notre corps. Merci. Merci Agnès. Donner la parole aux parlementaires. Je crois que certains doivent partir à 9h30 et d'autres à 9h45. Donc peut-être on va commencer par eux si ça vous convient. Qui doit partir à 9h30, c'est Monsieur Clergeau, je crois. Eh ben, allez-y. Votre micro, voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, la Commission européenne a condamné l'Europe à 10 ans de glyphosate supplémentaires. Le Parlement n'était pas le législateur, a essayé de peser pour empêcher cette décision, mais évidemment, le combat continue. Donc, c'est naturel pour moi de me retrouver aujourd'hui aux côtés des ONG pour apporter mon soutien, celui du groupe socialiste, à ce combat, d'autant plus que nous ne disposons pas de la voiture-balai qu'aurait pu être le texte sur les pesticides, qui n'aurait pas organisé la sortie du glyphosate, mais au moins la réduction de l'usage des pesticides. Donc, utiliser tous les outils pour bloquer la mise sur le marché, l'utilisation de produits comme le glyphosate est aujourd'hui absolument indispensable. La question précise mise sur le tapis pour justifier cette demande de réexamen, celle donc de l'évaluation globale du produit, notamment du coformulant, nous l'avions soulevée dans tous les débats en novembre et en décembre, donc elle est bien dans le débat public, et nous n'avons jamais eu de réponse sur cette question. Donc là aussi, il y a un enjeu de transparence et de mettre en demeure la Commission de répondre aux questions posées par les ONG et par les parlementaires depuis désormais très longtemps. Le Parlement aurait pu se constituer lui-même comme acteur juridique pour déposer cette demande de réexamen. Politico a publié des éléments d'un rapport des services juridiques du Parlement qui l'établissent.
Le Parlement n'a pas voulu le faire parce que le groupe Renew s'y est opposé et a empêché qu'il y ait une majorité. Et je me rappelle des déclarations de Pascal Canfin avant les vacances de Noël, disant que si les ONG déposaient une plainte, il s'y joindrait. Eh bien, c'est le même Pascal Canfin qui a bloqué la possibilité pour le Parlement d'engager une procédure qui aurait eu également beaucoup de force. Et puis, pour terminer, il y a l'urgence de cette procédure, des suites possibles, de la mobilisation citoyenne autour des actions engagées par les ONG. Et puis, il y a cette question qui a été déjà évoquée de qualité, de modalité, d'organisation de l'expertise côté EFSA. Et il va falloir remettre à plat tous ces guidelines de l'EFSA, tous ces principes qui amènent à exclure une partie des publications scientifiques ou qui amènent à ne pas prendre les moyens de mener des évaluations complètes des produits. Donc peut-être que l'EFSA n'a pas suffisamment les moyens, mais une des questions pour l'avenir, c'est vraiment la réforme des méthodes de l'EFSA, les moyens de l'EFSA, et ce que moi je considère comme un manquement à agir de la Commission dans le mandat donné à son agence et les moyens donnés par à son agence pour faire son travail. Donc, quels que soient les fronts, législatifs, mobilisation citoyenne, procédure juridique, la bataille pour cette agriculture durable et pour la sortie des pesticides continue et moi j'y suis à vos côtés, pleinement engagé. Merci. Concernant les problèmes de logistique, il y a aussi Manon Ombry qui m'a dit qu'elle devait partir assez rapidement. Si vous pouvez, du coup, je vais laisser la parole. Après, ce sera Claude Ruffat, Benoît Biteau. Je vous laisserai définir. Merci beaucoup, Indy. Bonjour à toutes et à tous. Et, merci à la coalition Secret Toxique pour le travail qui est fait. Je dois dire qu'on se sent moins seul du côté du Parlement européen. Je vais moi aussi appuyer la démarche juridique pour des raisons politiques évidentes que je ne reprends pas ici pour gagner du temps sur le poison que représente le glyphosate, sur son danger et son long catalogue d'horreurs qu'on pourrait ouvrir. Mais je rajouterais que d'un point de vue parlementaire, la réautorisation du glyphosate est aussi un acte autoritaire. Je passe sur le fait que la dernière fois, ça a été réautorisé, ça devait être réautorisé pour 10 ans, ça a été réautorisé finalement pour 5 ans en 2017. Mais surtout, nous, les parlementaires européens, on n'a pas été co-décisionnaires sur cette réautorisation. On a déposé une objection, mais qui a valeur symbolique. Parce que ce n'est pas un acte délégué, mais c'est un acte exécutif qui, de fait, donne tout le pouvoir à la Commission européenne pour le réautoriser. Alors que, ça a été redit, mais d'un point de vue juridique, on peut estimer que c'est contraire au droit européen sur les substances dangereuses. Et deux, surtout que 2 tiers des Européens et 70% des Français souhaitent sortir du glyphosate. Et je rajouterais le 3, ça a été mentionné, je crois, par Christophe, l'engagement qu'avait pris Emmanuel Macron lui-même à sortir du glyphosate et engagement qu'avait pris aussi d'ailleurs Stéphane Séjourné quand il présidait le groupe Renew. Je crois aussi que ça correspond à une aspiration citoyenne plus large. Il y a eu plusieurs initiatives citoyennes européennes en 2017 et en 2023 qui avaient chacune rassemblé plus d'1 million de signatures. Et enfin, l'enjeu pour nous, c'est qui a été un peu esquissé par Christophe juste avant moi, c'est le poids des lobbies dans la décision politique européenne. La réautorisation de l'EFSA se base sur des études qui sont biaisées, qui sont limitées, ils le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes. On considère à ce stade que l'écrasante majorité, si ce n'est l'ensemble des études universitaires disponibles, sont fiables sans restriction dans ce qui a été utilisé par l'EFSA, autant dire une vaste blague. Et ça pose la question aussi des moyens investis, notamment par des lobbies comme Bayer Monsanto, qui sont parmi les plus gros lobbies au niveau européen, dans l'influence qu'ils ont pu avoir sur la décision publique. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que nous, on soutient le recours en justice de secret toxique. Mais il y a une forme de paradoxe quand on est parlementaire à soutenir une procédure juridique pour essayer de faire respecter le droit alors qu'on est censé faire le droit. Et c'est peut-être ce qui me met aujourd'hui le plus hors de moi, et j'espère aussi que ça nous permettra de retenir les leçons pour l'avenir.
en revoyant de fond en comble aussi les procédures d'approbation des substances dangereuses par l'EFSA pour le glyphosate, mais pour l'ensemble des autres substances dangereuses. Et comme je sais qu'on est limité en temps, je vais m'arrêter pour respecter mes 3 minutes. Merci. Je vais laisser la parole peut-être à Benoît Biteau et après Claude Gruffat. Oui, merci à tous. Alors, beaucoup de choses ont été dites, hein. C'est l'avantage de passer en fin de tour de piste. Moi, je voulais quand même insister sur le fait qu'effectivement, il y a des défaillances importantes dans la réautorisation de ce glyphosate, hein. Je ne vais pas refaire le couplet sur la molécule individuelle alors qu'elle est toujours associée à des coformulants et que c'est de ça qu'il faut qu'on parle et c'est ça qu'il faut qu'on évalue. Je veux quand même revenir sur l'épisode où l'EFSA elle-même reconnaît qu'elle n'est pas complètement robuste sur cette autorisation dans les auditions qu'on a pu avoir avec elle, et notamment sur l'évaluation à long terme. Moi, je me rappelle quand même du directeur de l'EFSA qui me dit on ne peut pas évaluer le glyphosate et surtout les formulations commerciales dans la durée parce que ça va consommer beaucoup d'animaux de laboratoire. Moi, je trouve cette réponse parfaitement insupportable. C'est-à-dire que dans ce contexte, on continue d'homologuer des molécules, des formulations commerciales où finalement, les animaux de laboratoire, c'est nous les êtres humains, c'est nos enfants qui sont en train de tester la toxicité du glyphosate en grandeur réelle, dans une expérimentation grande échelle, puisqu'on réautorise massivement ce glyphosate. Et donc, je trouve ça parfaitement insupportable. Alors, on peut se réfugier derrière le manque de moyens. Moi, cette réponse-là m'a plutôt renvoyé vers un manque de volonté avéré, affirmé, assumé de l'EFSA de ne pas évaluer dans la durée la toxicité des produits mis en marché, des produits commerciaux utilisant le glyphosate. Et puis je vais conclure sur quelque chose qui pour moi est fondamental. Et ça a été dit par Sylvie de la Confédération paysanne, c'est que je ne comprends pas cette volonté de réautoriser cette molécule et les produits commerciaux qui vont avec, dans le sens où aujourd'hui, on a identifié des alternatives. Et les alternatives au glyphosate, ce n'est pas une nouvelle molécule qui va sortir des laboratoires des grandes firmes phytopharmaceutiques, c'est des pratiques agricoles, c'est la référence à l'agronomie qui font la démonstration aujourd'hui que des alternatives au glyphosate sont très efficaces et fonctionnent parfaitement bien, et que donc on a aujourd'hui une agriculture qui sait produire sans glyphosate et qui peut être généralisée, et donc qui montre surtout qu'on n'a plus besoin du glyphosate. En tant que député européen, je considère qu'on doit, et ça rejoint la position de Franck Rinchet-Girolet, c'est qu'on doit absolument convoquer ce principe de précaution quand on sait que les évaluations ne sont pas complètement exhaustives et complètement fiables, et qu'on sait que les alternatives existent grâce à l'agronomie. Eh bien, dans ce contexte-là, on doit absolument convoquer le principe de précaution qui est un principe fondamental de l'Union européenne. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis toutes ces années, on s'est associé au collectif Secret Toxique pour essayer de faire tomber le glyphosate, et j'espère qu'on va réussir grâce à l'appui de Guillaume Tumrel, que je salue et que je remercie dans cette phase-là où il a été déterminant et précieux pour nous accompagner. Merci, Monsieur Biteau. Claude Gruffat. Votre micro ne fonctionne pas. Il y a un souci de son. Peut-être. Non, on ne vous entend pas. Non, non, toujours pas. Toujours pas. Alors, peut-être. Est-ce que vous arrivez à vous connecter par un autre moyen éventuellement?
Alors, bon, on va peut-être pallier à ce problème technique. Le temps que Claude Gruffat revienne. Et Il peut appeler avec son portable. oui, oui, justement, je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Parce que si on commence les questions, il va avoir du mal derrière à... Voilà, il est là, je pense, avec son téléphone. Tac. Allô? Allô, allô. Alors, je vois qu'il est en train de se connecter. Voilà. Monsieur Gruffat? Allô? Non, on vous entend toujours pas, malheureusement, avec ça. Je vois que... Il peut t'appeler toi sur ton portable. Tu mets le haut-parleur. ça va être compliqué. Non, j'attends quand même une minute de temps de voir si... Allô? Allô, allô, allô? Je vois qu'il est en train de se reconnecter. Je vous prie de nous excuser pour ce petit souci technique qui, j'espère, sera de courte durée. Allô, Claude? Là, tu m'entends? Voilà, c'est bon. Allez, donc vas-y, Claude. Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait démarré. OK. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette conférence de presse de ce matin pour faire le point sur les actions qui vont être entreprises pour essayer d'avancer sur un sujet qu'on suit depuis longtemps et qui est grave pour la santé publique, la société civile. Moi, en tant que législateur, les choses auxquelles je suis attaché, c'est évidemment à la protection des citoyennes et des citoyens et c'est au respect du règlement et des lois. La Cour de justice européenne, en 2019, a complété les textes européens pour la validation et l'autorisation de mise en marché des pesticides, avec des points majeurs qui sont les études de toxicité à long terme, qui sont les études des matières commerciales et pas des matières actives, et puis les études sur les effets cocktails, c'est-à-dire la toxicité par le renforcement des multimolécules qui sont dans la nature. Ces 3 points ne sont pas respectés avec la réautorisation du glyphosate pour 10 ans, donc cette réautorisation est clairement illégale. Donc ça, c'est pas acceptable et évidemment, il faut contester ça fortement. Moi, je voudrais souligner 2 points majeurs. Un, l'évaluation qui est faite par l'EFSA ne repose pas sur des études indépendantes, elle repose en grande majorité sur les études de fabricants des produits. Comment peut-on être à ce point-là, accepter à ce point-là le conflit d'intérêts? Il y a 2% des études qui ont servi aux analyses pour la réautorisation qui sont des études indépendantes. 98% des études sont les études de fabricants. C'est absolument pas acceptable d'être dans le conflit d'intérêts à ce point-là, à l'échelon européen, dans lequel on parle de principe de précaution, et là on est dans le conflit d'intérêts. Après, il y a la question des matières actives, et ça rejoint la nécessité d'évaluer la matière commerciale. Sur le Roundup, il y a une recherche scientifique qui a été faite il y a 3-4 ans par l'équipe Gilleri-Cialny, qui a été publiée, une étude scientifique, qui dit quoi? Qui dit, quand on traite les plantes avec le glyphosate tout seul, donc la matière active citée par le fabricant, si on met le produit tout seul, les plantes, elles crèvent avec 10 fois la dose prescrite par le fabricant. Avant, les plantes ne meurent pas. Pourtant, les agriculteurs, ils ne passent pas 10 fois dans les champs pour traiter. Donc, quand on fait le même test avec les adjuvants qui sont dans la matière commerciale, là, les plantes, elles crèvent du premier coup avec la dose fabricant, la dose préconisée par le fabricant. Mais bien pire que ça, si on dilue cette dose pour voir jusqu'à quel point elle est efficace et à partir de quand les plantes ne meurent plus, il faut diviser par 1000 la dose prescrite par le fabricant. Donc, qu'est-ce qu'on constate là? On constate que la vraie matière active, ce n'est pas celle qui est citée par le fabricant. Donc là, il y a un mensonge par le fabricant qui est considérable. Et si on n'analyse pas la matière commerciale, on passe à côté de cette réalité. Donc ça, c'est pas acceptable. Il faut absolument reprendre les choses pour faire une analyse qui soit
sincère, parce que la sincérité est absolument nécessaire pour la santé publique. Donc là, on est dans la défense de l'intérêt commun, de la santé publique, mais de la qualité de l'eau, de l'air, de la biodiversité, fertilité des sols, enfin tout ce que vous connaissez sur les questions environnementales. Donc, on ne peut pas laisser sans réponse cette réautorisation. Et on ne peut pas laisser les agriculteurs eux-mêmes être victimes. Et là, si je fais un petit détour par la situation actuelle, on ne peut pas laisser les agriculteurs réclamer plus de pesticides alors qu'ils sont les premiers à en être les victimes eux-mêmes et leurs familles. 2,5 fois plus exposés au cancer et aux maladies neuronales. Donc, on peut pas rester dans cette situation. Pour moi, le changement de modèle d'agriculture doit être accompagné pour sortir des pesticides et passer à autre chose. Mais pour sortir des pesticides, il faut montrer à tout le monde ce qu'ils sont réellement. C'est bien le combat qu'on mène là. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer aux questions. Il reste à peu près un quart d'heure. Il y en a déjà une première dans le chat à laquelle je vais pouvoir répondre très rapidement. Les conséquences en termes de, peut-être Guillaume, si tu veux compléter, les conséquences en termes de jurisprudence sur la procédure d'autorisation des pesticides de l'UE. L'objet de notre démarche, des 2 procédures en cours, c'est d'obtenir justement l'annulation de la réapprobation du glyphosate au motif que vous l'avez compris que la formulation représentative n'a pas été correctement étudiée. Donc, l'idée serait effectivement de créer une jurisprudence qui ferait que n'importe quelle approbation de substances actives dont la formulation ne serait pas étudiée puisse être annulée de façon répétée. Et le lien entre les 2 procédures entamées, c'est un choix qui a consisté en fait à, comme l'a expliqué Guillaume Tumrel, l'action en annulation directe est très difficile d'accès, mais avec les requérants de la campagne glyphosate, il y a potentiellement la possibilité que ce soit possible. Et l'autre procédure est effectivement accessible aux associations de défense de l'environnement qui sont citées, mais le problème étant que ce n'est pas la réapprobation elle-même qui est attaquée directement, mais on demande à la commission de revoir sa décision, et si elle refuse, c'est le refus qu'on attaque devant le tribunal. Et donc, on connaît encore assez mal les effets en droit de cette procédure, étant donné qu'il y en a encore, c'est une procédure assez récente et il n'y en a encore aucune qui est arrivée au bout. Voilà. Guillaume, je ne sais pas si tu as un petit complément. Oui, pour compléter, effectivement, en termes de jurisprudence, ce qu'on demande, c'est l'application simple des textes et une décision qui considérerait que la commission n'a pas appliqué les textes et qui annulerait une demande de renouvellement, ça serait évidemment extensible à l'ensemble des procédures appliquées par l'EFSA et par la commission. Et c'est effectivement le but recherché, c'est qu'on applique correctement la législation et qu'on fasse toutes les analyses nécessaires, ce que l'EFSA aujourd'hui refuse de faire. Donc c'est vraiment, ça peut avoir une incidence effectivement globale sur les procédures d'autorisation des substances actives et en aval par les procédures d'autorisation de mise sur le marché par les États membres. Merci. Angelo Di Mambro. Oui, merci. Angelo Di Mambro, youractive.com. Pourquoi deux actions différentes, vous et le Pesticide Action Network? Pourquoi on ne serait pas mieux d'unifier les forces? Je suis désolé si cette question, mais je ne comprends pas pourquoi 2 actions différentes, s'il y a des raisons techniques, s'il y a des raisons... Quelles sont les raisons? Merci. Alors, là aussi, je propose une réponse, mais si quelqu'un d'autre veut y aller, Philippe, bah vas-y, Philippe, sinon... Non? Oui, tout à fait. Là, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bien sûr, on y a réfléchi. Le recours de Pesticide Action Network est beaucoup plus large, englobe beaucoup plus de sujets que simplement la problématique que nous dénonçons. Donc, il était important aussi pour nous, mais en accord avec Pan Europe, d'avoir 2 actions séparées. Et par contre, on sait que au niveau des instances judiciaires de l'UE, les 2 recours de toute façon à la fin seront, enfin les 2 demandes de révision seront jointes pour n'être traitées comme une seule chose. Mais c'était important pour nous de vraiment axer sur cette illégalité que l'on dénonce. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Si pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, peut-être ajouter, effectivement, c'est vrai qu'historiquement, Secret Toxique a toujours été
axé sur cette question de la non-évaluation des mélanges, en fait. Ça a été un choix de prendre ce problème-là qui est de l'appliquer dans ses dimensions au niveau national, au niveau européen, parce qu'il y a un phénomène de renvoi de balles. L'Europe dit c'est aux États membres de s'en occuper, les États membres disent c'est à l'Europe de s'en occuper, et à la fin, on n'a pas de prise sur laquelle se baser. Et donc, il a été décidé de faire ça pour vraiment avoir cette faille qui est mise en évidence. On a utilisé, pour préciser, le glyphosate, et on a choisi de s'attaquer au glyphosate pour des raisons, voilà, on aurait pu avoir une autre molécule. C'est juste que du coup, le calendrier, les différentes choses ont fait que c'est tombé sur le glyphosate. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de journalistes présents? Ou est-ce que tout était très clair dans les différentes interventions? On peut rajouter aussi, qu'on a 2 actions aussi au niveau national qui sont engagées justement sur cette thématique propre à Secret Toxique. Alors, une question de Félix Goutier, Actu Environnement. Quand pensez-vous que vos procédures puissent aboutir? Peut-être une question à Guillaume Tumrel ici. Guillaume, peut-être? Ah, pardon, j'ai une petite déconnexion là, j'ai pas entendu. Quand pensez-vous que vos procédures vont aboutir? Alors, sur le délai, donc la commission a un délai de 2 mois pour répondre à notre demande de réexamen. Donc, il est vraisemblable qu'ils ne vont pas modifier leur position. Donc, dans les 2 mois, on va saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, le délai, alors c'est la Cour qui décide de l'agenda et de la tenue d'une audience ou non et du délai dans lequel elle traitera le dossier. Mais de manière générale, c'est à peu près 1 an pour traiter le dossier. Merci pour cette réponse. Pour Mireille Lambertin, donc qu'en est-il de l'obligation de chaque pays? Donc pour repréciser peut-être, c'est quelque chose que les agences sanitaires ont tendance à mettre en avant, c'est le fait que l'EFSA a tendance à mettre en avant que l'approbation des produits est du ressort de chaque pays. C'est vrai, et les États membres ont la responsabilité de s'assurer de l'innocuité dans des conditions normales d'utilisation de chacun des produits qu'ils autorisent. En revanche, là, c'est une procédure au niveau européen, et donc au niveau européen, il y a un exemple de formulation contenant les substances actives qui doit être évalué. Et c'est très important parce que c'est sur la base de cette évaluation que sont placées les valeurs de référence sur lesquelles ensuite les États membres se basent pour autoriser les produits. Donc, on est vraiment à la racine du problème lorsqu'on s'attaque à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des compléments d'intervention de la part de parlementaires ou Eh bien, écoutez, ma foi, si tout a été dit, on peut, on peut vous libérer. Je vais. Andy, est-ce qu'on pourrait faire un petit mot sur les coûts cachés? C'est pas vraiment l'objet. Donc, mais c'est quand même important parce que les pesticides, c'est un coût de dépollution considérable qui de l'ordre de 50 milliards d'euros de dépollution de l'eau. Et l'eau, c'est un bien extrêmement précieux. Donc, cet aspect-là, il est très important parce qu'en changeant de modèle agricole, on pourra financer l'accompagnement dont parlait Claude Gruffat de la Excuse-moi, transition Bernard. Il y a une question de la part de Angelo Di Mambro. Non, c'est une question d'organisation technique. Vous avez dit que vous mettez le press release dans la chat, c'est correct? Ou sur les... Désolé, hein, c'est juste pour... J'ai juste un petit souci technique, je n'arrive pas à uploader le fichier. Alors, justement, je vais renvoyer le dossier de presse en français et en anglais juste après la conférence de presse. Donc, vous l'aurez dans vos boîtes mail. Oui, je vais mettre mon adresse là dans la chat, OK? Parce que j'ai reçu l'alerte de mon collègue français. Mais je vais m'en occuper parce qu'il y a aussi la panne ce matin, alors je vais faire... désolé pour cela, hein, merci beaucoup. Très bien.
Bon, écoutez, si on en a fini sur les différentes interventions, je vais vous libérer. Comme promis, voici donc le lien vers la- le lien vers la conférence de presse de Pan-Europe qui va commencer d'ici 5 minutes. Je vous souhaite une bonne journée et nous restons à disposition pour les différentes questions que vous pourriez avoir à l'un ou l'autre des intervenants. Merci à toutes et tous et puis et ben, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Très bonne Merci. journée. Merci de votre Merci à soutien, de votre tous. accompagnement à nos bonnes causes. Merci. Au revoir. Je t'ai envoyé un lien. Donc, je copie-colle les mails qui ont été mis dans le